deux généraux se présentèrent à une villa paisible aux abords d'Ulm, porteurs d'un ultimatum dicté par Hitler. Avant la fin de l'après-midi, le feld-maréchal Erwin Rommel serait mort. À l'intérieur de la maison se trouvaient sa femme Lucie et son fils Manfred, âgé de 15 ans, au moment des faits. Quelques heures plus tard seulement, le régime officialisa son décès dû à ses blessures. On l'inhuma en héros national. Sa famille, quant à elle, enterra la vérité au plus profond d'elle-même. À l'automne 1944, Rommel passait ses semaines de convalescence dans sa villa de Herlingon, un petit village tranquille près d'Ulm. Le 17 juillet, un assaut de la Royal Air Force avait mitraillé sa voiture de fonction en Normandie, lui fracturant le crâne et le rendant aveugle pendant un temps. Tandis qu'il se remettait, le régime resserrait l'étau. Après l'attentat raté du 20 juillet 1944 contre Hitler, la Gestapo arrêta des dizaines d'officiers. Sous la torture, plusieurs d'entre eux désignèrent Rommel comme un partisan de la conspiration. Ce matin du 14 octobre, deux généraux franchirent le seuil de la demeure. Wilhelm Burgdorf, chef du bureau du personnel de l'armée, et Ernst Maisel, enquêteur chargé de l'affaire du complot. Ils apportaient l'ultimatum de Hitler. Rommel pouvait comparaître devant le tribunal du peuple, où la condamnation à mort était inévitable, ou bien se suicider. Dans ce dernier cas, le régime s'engageait à lui offrir des funérailles d'État, des honneurs publics et une protection totale pour sa famille. Lucie et Manfred toucheraient la pension d'un feld-maréchal. En cas de procès, toutes ces promesses s'évaporaient. Rommel s'entretint en privé avec Lucie et Manfred, avant de trancher. Selon leurs témoignages ultérieurs, Lucie l'exhorta à contester les accusations, mais il estima que la survie était hors de portée. La maison était déjà cernée par des SS en civil armé jusqu'aux dents. Il enfila sa veste du Afrika Korps, saisit sa baguette de feld-maréchal et se dirigea vers la voiture qui l'attendait. Manfred se souviendra plus tard que son père n'avait pas une seule fois tourné la tête, tandis que le véhicule s'éloignait. Quelques instants après, sur une route déserte à la sortie du village, Rommel avala la capsule de cyanure remise par Bordorf. Son corps fut transporté à l'hôpital de campagne de la Wagner-Schule, non loin de là, où un médecin constata le décès. Ce dernier détecta aussitôt une mort non naturelle et suggéra une autopsie, mais Burgdorf s'y opposa fermement. 10 minutes après le départ de la voiture, le téléphone sonna chez les Rommel. On apprit à Lucie que son mari était parti. 4 jours plus tard, le 18 octobre 1944, Rommel eut les funérailles d'État qu'il avait réclamées. Hitler proclama un jour de deuil national et dépêcha le feld-maréchal Gerd von Rundstedt comme son émissaire personnel. Ignorant les circonstances réelles de la mort, Rundstedt prononça l'éloge funèbre. Le régime expliqua au public que Rommel avait été emporté par une hémorragie cérébrale liée à ses blessures de Normandie. Lucie, Manfred et l'aide de camp de Rommel, Hermann Haldinger, assistèrent à la cérémonie en connaissant la vérité, sans mot dire. Le corps fut incinéré au crématorium principal d'Ulm et les cendres déposées plus tard au cimetière de Herlingon. Le mensonge tint encore 6 mois. Le 27 avril 1945, les troupes américaines du 6e corps du major-général Edward Brooks prirent Erlangen et franchirent le Danube à Ulm. Une batterie anti-aérienne signala que la veuve du feld-maréchal Rommel résidait au village.
Le capitaine Charles F. Marshall, chargé des interrogatoires de renseignement pour le corps, se rendit peu après à la villa des Rommel. Marshall découvrit une demeure modeste et bien entretenue, sans trace du luxe habituel des dignitaires nazis. Son équipe repéra une bibliothèque regorgeant presque exclusivement d'ouvrages militaires, dont une traduction d'Infantry in Battle du général américain George C. Marshall. Installé face à Lucie, il entendit le récit des événements du 14 octobre. L'arrivée des généraux, l'ultimatum, les derniers instants de Rommel à la maison. Manfred, 16 ans à présent, corrobora le tout dans une lettre distincte. Pour la première fois, les Alliés disposaient d'un témoignage direct sur la fin tragique d'un des plus illustres chefs de guerre allemands. Les mois suivants, Lucie resta dans la maison de Herrlingen. Ni arrestation, ni inculpation à son encontre. Contrairement aux proches de nombreux hauts nazis, elle échappa aux tribunaux de dénazification. Les Alliés la considérèrent comme la veuve d'un officier militaire, non comme une figure politique. Elle perçut une pension modeste et mena une existence discrète, à l'écart des regards. Pendant des décennies, sa vie tourna autour du village où reposait son époux, à 2 pas de la demeure familiale. Le parcours de Manfred fut plus mouvementé. Il avait intégré la Luftwaffe en 1943 à 14 ans, dans une batterie anti-aérienne. Son père avait empêché une tentative antérieure d'entrer dans la Waffen-SS. Après la mort de Rommel, il poursuivit son service jusqu'en février 1945, date à laquelle l'armée de l'air le démobilisa. En mars 1945, il fut incorporé au Reichsarbeitsdienst paramilitaire. Alors que la guerre s'effondrait autour de lui, il déserte et se rend à la première armée française du général Jean Delattre de Tassigny. À la fin des années 1940, Lucie commence à collaborer avec des historiens désireux de relater l'histoire de son époux. Elle s'associe étroitement au brigadier britannique Desmond Young, auteur en 1950 de la biographie Rommel, The Desert Fox, un succès mondial. En 1953, elle et Manfred aident l'historien militaire B. Deisch. Liddell Hart a publié The Rommel Papers, un recueil des journaux de guerre, lettres et notes de campagne d'Erwin Rommel. Manfred y apporte le récit du dernier jour de son père. En 1962, Lucie officie comme consultante militaire pour le film épique The Longest Day, obtenant un crédit à l'écran. Elle s'éteint le 26 septembre 1971 et repose aux côtés d'Erwin au cimetière de Erlingen. Après la guerre, Manfred achève ses études secondaires en 1947, puis suit des cours de droit et de sciences politiques à l'université de Tübingen. Il adhère à l'Union chrétienne-démocrate en 1953 et intègre la fonction publique du Bade-Wurtemberg, grimpant les échelons administratifs. Au début des années 1970, il occupe un poste élevé au ministère des Finances de l'État. Ses collègues connaissent son patronyme, mais il évoque rarement son père dans le cadre professionnel. En décembre 1974, Manfred se porte candidat à la mairie de Stuttgart et remporte l'élection à 2 tours face au social-démocrate Peter Conradi. Il est le premier maire CDU d'une ville allemande de plus de 500 000 habitants. Réélu
en 1982 et 1980, il dirige la cité pendant 22 ans, la métamorphosant en l'une des plus dynamiques d'Allemagne. Son style politique se distingue par la tolérance et le pragmatisme. Il défend l'intégration des travailleurs étrangers attirés par l'essor économique de Stuttgart, alors que nombre de conservateurs esquivent le sujet. En octobre 1977, il prend une décision très controversée. Après le décès des membres de la fraction Armée Rouge, Andreas Bader, Gudrun Ensslin et Jean Karl Rasp à la prison de Stuttgart-Stammheim, Manfred exige des funérailles dignes malgré les vives oppositions au sein de son parti. Sa réplique devient l'une des plus citées de l'après-guerre en Allemagne. Toute inimitié doit cesser un jour, et je pense qu'ici, elle s'arrête avec la mort. Le chapitre le plus marquant de sa vie publique reste ses amitiés avec les fils de rivaux de son père durant la guerre. Il noue des liens étroits avec le major général de l'armée américaine George Patton IV, basé près de Stuttgart, et avec David Montgomery, deuxième vicomte Montgomery d'Alamin. Ces relations symbolisent la réconciliation anglo-allemande et l'insertion de l'Allemagne de l'Ouest dans l'OTAN. En 1987, Jérusalem lui décerne la médaille de Jérusalem pour son rôle dans le rapprochement germano-israélien. En 1996, le chancelier Helmut Kohl lui remet la plus haute distinction civile allemande, la Bundeswehrdienstkreuz, avec étoile et écharpe. Il reçoit aussi l'ordre britannique CBE et la Légion d'honneur française. À sa retraite en 1996, Manfred publie plusieurs ouvrages et continue de donner des conférences publiques malgré la maladie de Parkinson. Il décède le 7 novembre 2013 à Stuttgart, laissant son épouse Lieselotte et sa fille Catherine. En 2014, l'aéroport de Stuttgart est rebaptisé Aéroport Manfred Rommel en sa mémoire. Lucie et Manfred ne forment pas la seule famille de Rommel. En 1913, bien avant son mariage, le jeune lieutenant a eu une fille, Gertrude, avec Walburga Stemmer. La famille de Rommel l'incite à quitter Walburga pour épouser sa fiancée Lucie en 1916. Walburga ne s'en remet pas. En 1928, l'année de la naissance de Manfred, elle meurt. La cause officielle est une pneumonie, mais certains témoignages familiaux évoquent un suicide. Après sa disparition, Rommel et Lucie recueillent à l'adolescente de 15 ans et participent à son éducation. Lucie présente Gertrude à Manfred comme une cousine, non comme une demi-sœur aînée. Gertrude correspond abondamment avec son père pendant la guerre et lui tricote l'écharpe à carreaux qu'il porte en Afrique du Nord, reconnaissable sur nombre de photos célèbres. Elle rend souvent visite à la famille et veille au chevet de Rommel à l'hôpital, après son retour malade du désert. Elle reste proche des Rommel, même après la mort de son père. Gertrude épouse Joseph Pan, donne naissance à 3 enfants et mène une existence discrète dans le Bade-Württemberg jusqu'à son décès en 2000. Son fils Joseph hérite d'environ 150 lettres de Rommel à Walburga et les divulgue après la mort de sa mère, révélant un aspect intime longtemps occulté de l'histoire Rommel. L'histoire de la famille de Rommel est indissociable du mythe qui s'est édifié autour de son nom. Dès avant la fin de la guerre, la propagande alliée comme nazie avait propulsé Rommel au-delà du simple chef militaire. Les Britanniques le surnommaient le renard du désert.
et le considérèrent comme un adversaire respectable. Après la guerre, cette image s'est avérée précieuse pour de tout nouveaux acteurs. La personnalité clé dans la formation des perceptions d'après-guerre fut Hans Speidel, ancien chef d'état-major de Rommel en Normandie. Dès 1946, Speidel affirmait vouloir faire de Rommel l'héros du peuple allemand. Impliqué dans la conspiration du 20 juillet, il avait réchappé à la tourmente belliqueuse au début des années 1950, alors que la guerre froide s'intensifiait et que l'Allemagne de l'Ouest se préparait à se réarmer. Speidel mit en avant les rôles de Rommel et le sien dans la résistance. Cette tactique porta ses fruits. Speidel fut l'un des fondateurs de la Bundeswehr et, en 1957, devint commandant suprême des forces terrestres alliées de l'OTAN en Europe centrale. Pour les alliés occidentaux, Rommel incarnait ce que l'historien Peter Cadic Adams nomme le visage acceptable du militarisme allemand. Sa mort imposée facilitait sa présentation en victime du régime plutôt qu'en acteur complice. Les biographies, films hollywoodiens et publications de documents qui virent le jour au début des années 1950 renforcèrent cette vision, générant ce que les chercheurs désignent aujourd'hui comme la Renaissance Rommel. Une vague de représentation bienveillante qui a pavé la voie au réarmement ouest-allemand. La plus grande base militaire allemande, les casernes Feldmarschall Rommel à Augustdorf, porte toujours son nom. Pendant des décennies après la guerre, d'anciens du Afrika Korps, y compris d'ex-adversaires britanniques et du Commonwealth, se réunissaient chaque année sur sa tombe à Erlingen. Mais des études récentes ont remis en cause ce mythe. Des historiens comme Alaric Searle et Peter Lieb ont interrogé l'ampleur de l'implication de Rommel dans l'attentat du 20 juillet et scruté ses liens avec le régime de manière plus sévère. Le débat perdure. Rommel fut-il un soldat réticent, piégé par les événements, ou un partisan consentant qui profita du système jusqu'à ce qu'il se retourne contre lui? La mort d'Erwin Rommel devait passer inaperçue, masquée par des funérailles d'État et un mensonge sur ses blessures. Au lieu de cela, elle devint l'un des héritages les plus controversés de la guerre. Sa veuve préserva la vérité. Son fils forgea une carrière qui transforma le nom Rommel en un symbole que son père n'aurait jamais osé rêver. Non plus celui de la guerre, mais de la réconciliation.